Yeah. Salut les sportifs, c'est Armano et je suis très heureux de vous recevoir pour un nouvel épisode du podcast Devenir triathlète X OpenTri. Oui, il faut que je m'y fasse vu qu'on collabore maintenant avec OpenTri. Je suis très heureux de tendre le micro aujourd'hui à quelqu'un qui, on en parlait justement un petit peu en off, a pris l'initiative de me contacter après que j'ai reçu un potentiel participant au Norseman, Philippe Durand. Si vous n'avez pas écouté cet épisode, je vous invite vraiment à retourner l'écouter. Mais bref, aujourd'hui, je tends le micro à Brice Maillard. Salut Brice. Salut Hermano. Ravi de te rencontrer, ravi en mettre un visage parce que j'ai la chance de te voir en visio sur toutes ces heures à t'écouter sur un home trainer. Ça fait vraiment plaisir. Oh, j'espère que ces heures passées à m'écouter sur un home trainer t'ont quelque part inspiré, mais en tout cas plu. Ah oui, j'ai adoré. Et la chose qui est fantastique à chaque fois qu'on écoute l'un de tes épisodes, c'est de se rendre compte qu'il y a énormément de triathlètes qui ont des profils différents, mais on partage tous la même passion et ça crée une grande communauté. Et finalement, des fois, on passe pas beaucoup de temps dans les parcs à vélo en T1 ou T2 à discuter avec la personne qui se pose à côté de nous. Et finalement, ces podcasts, c'est l'occasion de se rendre compte que toutes les personnes qui sont dans le parc à vélo, ils sont un peu comme nous, un peu fous de s'organiser ça le week-end et de pousser leur famille dans ces grandes aventures. Carrément. Et puis, je dirais même que l'avantage de ce podcast et de cette communauté, c'est que en général, on arrive à échanger avec des gens qui sont très accessibles et qui ne demandent que ça, en fait. Donc, surtout, petit message pour vous, les auditrices et les auditeurs. Et toi, Brice, de l'autre côté de ton écran, n'hésitez pas à les contacter et puis à leur dire que vous les avez entendus sur le podcast Devenir Tri. Ça leur fera plaisir et puis ils se feront un plaisir d'échanger avec vous. Bon, évidemment, on a eu quelques stars qui sont un petit peu plus réservées ou un petit peu plus dans l'ombre. Mais je sais, en tout cas, pour moi, essayer de garder le contact avec elles et eux, que ce sont des gens qui n'attendent que ça, le contact et l'échange avec le public et les pratiquants du triathlon. Ouais, je suis d'accord avec toi. En plus, on passe notre vie à être seul sur notre vélo ou en train de courir. Donc, si on a un peu l'occasion de partager et pour une fois, on ne se retrouve pas dans un dîner avec nos amis où tout le monde dit « Ah non, il va encore nous parler de son triathlon. Ah, c'est pas possible. Ah, le marathon. » Au moins, en triathlète, on peut se comprendre, on a une même religion et on accepte d'avoir ces petits travers. Restons positifs, likons les messages de nos compères qui participent aux différents triathlons. Essayons d'être une communauté supportive, c'est le plus important. Bon, disons, moi, il y a une chose qui m'a choqué dès qu'on est rentré en contact. Et puis là, tout à l'heure, derrière ton micro, t'as pas tout à fait le physique du triathlète. Comme moi, tu laisses pousser la barbe. Bon, ça se fait de plus en plus. Tu laisses pousser les cheveux, donc le casque aéro qu'on porte sur nous. Mais qu'est-ce qui se passe, Brice? Qu'est-ce que c'est que cette pratique du triathlon aux cheveux longs? Oui, je sais. Il y a une raison assez simple pour ça, c'est que j'ai essayé il y a plusieurs années d'avoir les cheveux courts, ça m'allait pas du tout au quotidien. Et être beau et performant au triathlon, ça n'arrive qu'une fois pendant la saison pour moi. Je fais pas beaucoup de tri. Donc et puis l'autre point, c'est que ça me permet d'avoir une tête assez reconnaissable. Donc très rapidement, je ressemble à Tom Hanks quand je vais jouer en Forrest Gump, quand je vais courir l'hiver avec des affaires. Donc ouais, c'est avoir une tronche reconnaissable qui m'intéressait dans ce look-là. Bon, je croyais que tu allais me dire la même chose qu'on s'est dit tout à l'heure en off, que tu es là pour casser les codes. Et donc, je pensais que tu allais me dire c'est aussi pour casser les codes du triathlon. Pour casser les codes, ça c'est sûr que j'ai pas une pratique et j'ai pas une histoire du triathlon et comment dire. Je trouve déjà que j'en fais beaucoup trop, mais j'essaye d'être le plus ouvert possible et je me rends compte que dans les profils de triathlètes, il y a tout qui existe, autant les premiers, ceux qui se sont pas forcément au top de leur forme ou dans leur corps, comme ceux qui sont parfaitement sportifs, avec un corps modelé par des heures et des heures d'entraînement. Moi, je suis juste un mec normal qui essaye de profiter de ce sport et est tellement heureux de passer la ligne d'arrivée après plusieurs heures d'entraînement. Écoute, justement, parlons de toi. J'aimerais bien savoir qui est Brice Maillard. Donc, dis-nous tout. Quel âge as-tu? Quand est-ce que tu as découvert le sport? Quand est-ce que tu as découvert le triathlon? Pourquoi le triathlon et pas un autre sport? Enfin, vas-y, le micro est à toi, Brice.
Merci beaucoup. Alors, donc Brice, 40 ans. Actuellement, je vis à Berlin. La quasi-majorité de ma vie d'adulte, j'étais à Paris précédemment. J'ai commencé le sport très tôt. Je suis né à La Réunion. J'y ai vécu pendant mes 10 premières années. Donc, au départ, ça a été un peu de natation, juste pour apprendre à nager en pleine mer, de la planche à voile, du judo. J'ai toujours un peu touché à tous les sports qui passaient devant moi sans être bon dans aucun d'entre eux. J'avais du mal à être régulier ou à le bonhomme dans ses retranchements. Un peu plus tard, quand j'étais en France, j'ai fait un peu de basket, tennis. J'ai même été au début de mes études universitaires, je faisais du baseball, donc un sport extrêmement confidentiel en France, mais dont Très j'avais français, découvert voilà, l'emblème français. exactement. Mais j'avais découvert le bonheur du baseball en étant au Canada et aux États-Unis et j'avais trouvé que c'était très marrant. De nouveau, toujours pas très bon, mais très endurant et autres. Et l'arrivée sur le triathlon, en fait, ça coïncide avec la période de la trentaine. Et j'arrête de fumer, je me remets un peu plus à la pratique sportive dans le cadre de mon entreprise. À l'époque, je travaillais au Crédit Foncier, il y avait une association sportive à l'intérieur. Et en retournant à la piscine régulièrement, l'un de mes collègues me dit un jour, en fait, ça t'intéresserait pas de participer au triathlon de Paris? J'ai un dossard dispo. Son fils venait de se blesser, donc il y avait un dossard dispo. Il me dit, bon, tu sais nager, tu viens avec nous à la piscine souvent. On t'a vu courir une ou deux fois, et par contre pour le vélo, j'avais aucune idée de ce que c'était qu'un vélo de route. Et 4 ou 5 semaines après, je me retrouve au triathlon de Paris. Assez sympa pour moi parce que ça se passait, la natation cette année-là a Choisy-le-Roi. Donc, je suis originaire d'Alfortville, dans le Val-de-Marne, et le vélo passait devant les lieux où se trouve la majorité de ma famille, mon oncle, ma grand-mère, ma mère. Donc, ouais, un bon moment. Je fais un triathlon avec des temps qui ne vaut mieux pas nommer, mais j'ai un très bon souvenir, ça se passe très bien, et je Mais si m'impressionne justement en on peut le fait. nommer, hein, parce que tu sais, je te coupe, mais tu sais aussi bien que moi que l'essence même de ce podcast, c'est d'inciter les gens à devenir triathlètes, à briser cette barrière de bah non, j'ai pas les compétences, j'ai pas les capacités ni rien. Donc ça s'adresse aussi aux néo-amateurs, à ceux qui commencent le triathlon. Donc vas-y, nomme ces temps sur ton premier triathlon de Paris. Alors, de mémoire, je pense que je dois faire une natation de 1500 mètres dans les 45 minutes ou quelque chose comme ça. Pas de combinaison possible. Le plan d'eau était, comment dire, il y avait pas mal d'herbe à l'intérieur. Donc, je ne sais pas si tu nageais ou tu rampais dans l'herbe. Le vélo, j'ai dû mettre quelque chose comme facilement 2 heures et demie ou ouais, facile. Et la course à pied, par contre, je m'étais bien débrouillé. J'avais fait 50 minutes ou quelque chose comme ça. Je m'étais rattrapé en course à pied. Le temps est anecdotique dans le sens où ce que j'avais adoré dans cette première participation, c'est cette impression de à chaque fois que tu fais quelque chose, tu termines quelque chose, tu recommences une autre action. Donc, tu as terminé de préparer ton emplacement avec ton vélo et ainsi de suite. Bon, tu vas à la natation. Tu commences la natation, tu as terminé la natation, tu sors, ah, il faut te changer, il faut te monter sur le vélo. Donc, il y a toujours un aspect, qu'est-ce que je dois faire, comment ça va se passer et autres. On est tout le temps dans l'action pour aller vers l'avant. Et quand tu arrives, que tu franchis la ligne d'arrivée à la fin, tu te dis, mais comment c'est possible que je sois parti d'un point A pour aller à un point B en réalisant tant de choses qui étaient complètement inconnues pour moi. Et ça s'est pas trop mal passé. Bien sûr, après, avec l'expérience, on se dit, ah, il y a des erreurs, on pourrait améliorer. Et puis, le côté compétitif, pour moi, est arrivé assez rapidement. Mais je suis toujours estomaqué et je suis le premier. Là, j'avais encore un triathlon ce week-end. Quand je cours avec les gens et quand je les rencontre, je suis le premier à les encourager, peu importe si ils en sont à leur premier tour ou à leur quatrième tour, parce qu'on est tous dans le bateau et c'est toujours très impressionnant d'avoir quelqu'un qui se lance dans cette aventure, peu importe son résultat, véritablement.
Merci, merci pour comment dire, bah voilà, cette défense des valeurs du triathlon et puis de comment apprécier son premier triathlon. Ouais, le premier triathlon, et sincèrement, moi je m'en rappellerai toujours avec un souvenir très positif. J'ai adoré ça. Je me suis impressionné. Je me suis dit, mais comment c'est possible que toi, Brice, tu sois capable de réaliser ça avec l'entraînement, ta forme physique, ton poids. Je devais faire 86 ou 87 kilos à l'époque. Et c'est bien. On a la chance avec ce sport-là de pouvoir véritablement se révéler on s'impressionne soi-même. Au-delà, je m'en fiche un peu de raconter mon histoire aux autres et dire je suis meilleur que toi ou ainsi de suite. Par contre, j'adore pouvoir me parler à moi-même et de me dire ah ben regarde, depuis l'année dernière ça a évolué, ça c'est positif et tu deviens un peu plus durant, un peu plus rapide, c'est toujours positif. C'est clair. Donc ça, c'était tes débuts en triathlon. Ouais. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que depuis, de l'eau a coulé sous les ponts, de la Seine, évidemment, pour les triathlons de Paris suivants. Oui, c'est vrai. Bah, après, les choses sont très vite accélérées. Je me suis rendu compte que j'avais bien aimé ça. J'ai préparé un premier semi, à l'époque 1h45. Et puis, au fur et à mesure, ah bah, je vais aller sur du plus long. Mon premier half Ironman, c'était à Cologne. Ma compagne est allemande, j'avais envie de faire quelque chose sur les terres germaniques. Attends. Et justement, là, on parle pas de Roth, parce que Roth, c'est juste Oui. l'égérie du triathlon en Allemagne. Ok. Parlons de Cologne. J'ai vécu 15 ans au Luxembourg, donc je connais un peu. C'est comment faire du triathlon en Allemagne? Quelle est la vision du triathlon pour les Allemands? La vision du triathlon pour les Allemands, c'est on est sur un sport qui est là, donc je viens de terminer sur les derniers 8 jours, j'ai fait 2 Ironman pour me préparer. Tu parlais de Roth, je vais faire Roth cette année, là, le 7 juillet. On a véritablement des pratiquants qui sont extrêmement compétents. Quand on arrive sur une course, on est généralement avec des personnes qui en font très régulièrement, qui enchaînent les courses, qui sont toujours présents, qui se déplacent. Il y a un côté sportif, associatif qui est très important. Ils font tous partie d'un club, ils ont tous une équipe. Et je suis assez impressionné par le côté rouleau compresseur. Ça ne veut pas dire qu'ils sont tous extrêmement bons, mais par exemple, ce week-end, je me débrouille pas trop mal. Je fais mon Alpha Ironman en 4h20. Bon, il n'y avait pas exactement la distance sur la course à pied, mais je fais un temps plutôt confortable. J'étais assez content. Je vais terminer dans les 50 premiers et devant moi, on sent que les mecs ont vraiment de la bouteille et le matos, c'est assez impressionnant. Les roues pleines en Allemagne pour même un triathlon de 3e zone, tout le monde a sa roue pleine et le matos, c'est assez... Ouais, les gars sont costauds. Les gars sont très costauds et ils arrivent, c'est tout est bien organisé. Ils savent comment ça va se passer et ils envoient du lourd. Il y a 2 petits travers que je trouve par la pratique que j'ai connue en France. J'ai fait quelques triathlons en France. En France, il y a un côté un peu plus festif, véritablement, dans le partage. Même en termes de spectateurs, je trouve que l'ambiance, alors peut-être que Roth, je verrai différemment, mais il y a le soutien. J'ai tendance à parler avec les spectateurs, à les remercier. Je suis beaucoup dans la communication. Les autres athlètes, c'est pas le cas. Il n'y a pas beaucoup d'interaction. En France, j'ai toujours trouvé qu'il y avait beaucoup plus de, voilà, les gens s'amusent, rigolent, partagent. Là-bas, tu viens pour réaliser ton temps, pour réaliser ta performance. C'est mon expérience, peut-être que c'est pas le cas partout, mais sur les petits triathlons pour préparer les grosses courses, les Ironman Hambourg, Francfort et ainsi de suite, ouais, les mecs sont prêts. Hein. Il faut pas rigoler.
C'est marrant parce que, tu vois, moi, c'est pas l'impression que j'avais, notamment en termes de spectateurs, en termes d'expérience en tant que pratiquant, en tant que compétiteur. J'avais l'impression qu'en Allemagne, c'était plus chaleureux, que les Allemands vivaient un peu plus le sport que en France. Alors oui, en France, sur des grosses épreuves, si tu prends le triathlon de Paris, bah, ça se passe à Paris, donc voilà, tu vas avoir du monde, mais sur les triathlons de campagne, de seconde, de troisième zone, tu as un petit peu moins de spectateurs, tu as une ambiance un petit peu moins festive. Là où j'avais trouvé, moi, en Allemagne, pour avoir fait quelques compétitions, quelque chose de beaucoup plus chaleureux, où les spectateurs venaient pour le spectacle, en fait. Et tu avais du monde sur les routes. Ouais, après les 3-4 triathlons là que j'ai fait en Allemagne, c'est véritablement dans des endroits où il y a rien autour, hein. Donc quand tu prends le Spreewald triathlon, il n'y a pas une ville à côté. Les mecs qui viennent sur le coin, c'est soit ceux qui dorment au camping et donc qui viennent à la plage, et ils en ont un peu rien à faire d'avoir des triathlètes, ou sinon c'est que les voitures des familles qui accompagnent les triathlètes. Sur le bord de route, ce qui est très impressionnant, c'est la compétence en termes de sécurité et d'organisation. Le triathlon que j'ai fait là, ce week-end, le Neuseemann à côté de Leipzig, même sur des petites sorties de lotissement où tu as 3 maisons, tu as un bénévole qui est présent pour s'assurer qu'il n'y aura pas de problème avec une voiture qui rentre. C'était assez impressionnant. Quand tu fais le tour, c'était une boucle de 30 km et que tu te rends compte qu'il y a 20 ou 25 bénévoles pour bloquer les routes. J'étais assez estomaqué. J'ai fait le triathlon de Sépois, pas très loin de Paris. On n'est pas au même niveau. Il est très bien, hein, mais c'est pas, il n'y a pas le même nombre. C'est très compliqué d'avoir en termes de bénévoles. Donc oui, il y a un soutien. Je pense que j'ai plus l'habitude d'avoir le côté les athlètes qui s'encouragent et autres, mais peut-être que c'est aussi la barrière de la langue, hein. Je suis pas parfait en allemand encore, donc ça reste compliqué parfois. Ouais. Bon, du coup, tu vois, je t'embête, je te coupe, je rebondis, mais voilà, tu étais en train de nous expliquer un petit peu ton parcours. Donc, premier half à Cologne, et ensuite. Et puis ensuite, bah, j'ai voulu continuer à pousser plus loin. J'ai préparé mon premier Ironman, ça devait être le Frenchman. La première fois où je le réalise, j'ai un problème technique, j'y arrive pas. C'est dommage parce que j'y étais avec tous mes copains. Je me suis dit, je le refais l'année suivante. L'année suivante, ça se passe bien, je termine, mais j'étais seul. Et après avoir terminé le Frenchman, je m'inscris à la loterie du Norseman. À l'époque, le fonctionnement, c'était plus tu t'inscrivais à la loterie, plus potentiellement tu avais de chances d'être tiré au sort à un moment donné. Donc je me dis, bah, je commence à m'inscrire et puis c'était pas ma priorité. Et donc ça a lieu en 2019. Le Frenchman, je termine en 2018 et en octobre 2018, je m'inscris au tirage au sort du Norseman et coup de bol, je suis tiré au sort. Football ou pas forcément, je comprends que c'était pas forcément ton plan, du coup. Alors oui, le hasard fait bien les choses parce que maintenant le Norseman c'est devenu une partie intégrante de ma vie et je pense que ça va l'être pendant encore pas mal d'années et je l'espère. C'était pas du tout prévu. J'avais juste un Ironman derrière moi, à peine 5-6 ans de pratique sportive, donc j'avais pas du tout les compétences, j'avais pas le matériel, l'organisation, et je me suis retrouvé à tomber ouais, dans un plan foireux, tout simplement, hein, parce que quand tu t'inscris à la loterie, tu te dis oui, bon, bah, il y a des grandes chances que je vais pas l'avoir. Et puis quand tu l'as, tu as une énorme responsabilité parce qu'il y a des dizaines et des dizaines, si c'est pas des centaines de personnes qui rêvent de l'avoir et qui l'ont pas encore eu. Et il faut le préparer, il faut tout mettre en place en termes logistiques pour être prêt à arriver en Norvège le jour J et réaliser la course. Donc voilà, 2019, je fais ça. On reviendra après dessus, mais ça se passe bien. Après le Covid, lors du Covid, je me suis dit, bah, tiens, ça s'était bien passé sur les triathlons extrêmes. Donc, je me suis inscrit au Swedenman, qui est un triathlon qui se trouve au nord de la Suède. Là, ça se passe très, très mal. Je termine dernier de la course. Je fais, je crois, 10 heures pour réaliser 42 km de randonnée, hein, on va dire, en marchant et en m'asseyant très très souvent. Merci à mon cousin Thibaut et à ma compagne Geza pour m'avoir permis de terminer parce que c'est
à date, mon plus beau succès, le fait de réussir à terminer quand tu vas pas bien. C'est ce que j'allais dire, c'est que tu dis que tu finis dernier, mais au moins tu finis. Oui, combien il y en a ouais. qui n'ont pas terminé? Ouais. Et puis combien il y en a qui n'ont pas été sur la ligne de départ? C'est le nombre de personnes qui sont do not start pour les triathlons extrêmes est assez important. Plus quand tu prends en termes de proportion sur une épreuve extrême, tu as à peu près sur les plus petits à peine 80 participants, sur les plus gros 250, 300. Et généralement, sur ce quota-là, tu vas avoir une dizaine, si c'est pas une quinzaine de personnes qui ne se présenteront même pas sur la ligne de départ, tellement c'est compliqué en termes de préparation et de logistique pour arriver à cet endroit-là. Et le taux d'abandon lors de l'épreuve, il reste assez limité, généralement entre 2, 3, 5, 10 en fonction de la taille de l'épreuve. Mais bon, terminer le Swedenman, exceptionnel souvenir en 2022 parce que bah oui, ça s'est mal passé et en fait, je m'étais dit dans la tête, bah, tu te prépares, tu fais de la forme et ça s'est pas bien passé. Et c'est bien, ça ramène un peu d'humilité dans la pratique sportive et ça permet d'avancer encore mieux dans le futur parce qu'on sait que tout n'est pas gagné. Et donc, fin 2022, j'avais promis en 2019 à ma compagne que je ne me réinscrirais jamais au Norseman. Et donc, vu que j'étais extrêmement déçu de ma performance sportive au Swedenman, je me dis, bon, je vais me réinscrire, je vais retenter ma chance au tirage au sort pour juste rajouter peut-être que j'aurai une chance dans 3, 4, 5 ans. Et en 2022, octobre 2022, pour l'édition 2023, je suis de nouveau tiré au sort. Donc, doublement chanceux. Je l'avoue à ma compagne, Geza, qui avec tout l'amour du monde, parce que c'est mon premier soutien, c'est la personne la plus fantastique sur Terre, me dit, bon, bah ok, on va le faire, mais je te déteste parce que tu m'avais promis qu'on le ferait pas. Mais bon, voilà, on le fait. Et en 2023, pour préparer l'édition 2023, et c'est la raison pour laquelle je suis là aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que j'ai mon ancien coach qui me contacte et me dit bah, j'ai une athlète qui va participer à l'édition 2023. Est-ce que tu peux lui donner quelques infos pour qu'elle prépare au mieux les choses? Et donc c'est Margot que je rencontre à l'époque. Et puis je lui dis pas de problème. Moi je fais aussi cette année de nouveau 2023, donc pas de problème pour la prendre sous mon aile et lui partager ma connaissance de l'épreuve. Et un groupe WhatsApp se montre avec une vingtaine de Français qui participent à l'édition 2023 et je suis invité dans ce groupe WhatsApp et à partir de là, je vais commencer à partager mon expérience de finisher du Norseman en 2019 avec tout le monde. Et maintenant, en 2024, pour l'édition 2024, c'est ce que je fais de nouveau avec tous les Français qui vont participer à l'édition 2024. Et j'en suis ravi parce que les triathlons extrêmes, et en particulier de Norseman, sont des épreuves où la connaissance de ce qui va se passer sur place est un gain exceptionnel pour terminer l'épreuve, et tout simplement pour commencer l'épreuve. Parce que si tu n'as pas les informations en termes logistique, organisation sur ce qui va se passer, c'est très compliqué. J'avais eu la chance en 2019 de pouvoir compter sur Thomas Austré qui m'avait donné quelques infos. J'avais passé 2 heures avec lui à déjeuner et aujourd'hui, c'est vrai que continue à tenir le flambeau allumé pour partager les informations et permettre aux gens de réaliser leurs rêves. Thomas Austré, qu'on avait reçu aussi dans le podcast. Je ne l'ai pas fait tout à l'heure, mais pour Philippe Durand, c'était l'épisode 372. Voilà, si vous cherchez le numéro de l'épisode. Et Thomas, c'était le 314. On n'était pas revenu véritablement sur le Norseman, mais plus sur l'Enduroman avec lui. Donc voilà, chères auditrices, chers auditeurs, n'hésitez pas à jeter une oreille sur ces épisodes-là au moins, et puis à nous faire votre petit retour. Écoute, c'est super comme déroulé, comme expérience que tu nous racontes. Brice, toi, tu fais ça
tu l'as transformé en business, justement, d'accompagner les participants français ou francophones au Norseman, ou c'est plus du bénévolat, une passion, un plaisir, une façon de transmettre? Alors, à date, on est sur quelque chose qui est complètement gratuit. Mon objectif est de créer une association afin de pouvoir accueillir l'ensemble des anciens participants du Norseman et des courses extrêmes francophones. Pourquoi c'est un objectif et quelque chose qui me tient à cœur? C'est qu'en fait, quand tu regardes la réalité des courses extrêmes actuellement au mondial, c'est trusté par une communication qui est en anglais. C'est la langue de communication et autres. Et l'une des difficultés que rencontrent pas mal de Français, c'est pouvoir comprendre, s'exprimer, récupérer de l'information en anglais. Et des fois, ça peut être un problème dans ta participation. Je vais te donner un exemple très simple. En 2023, il se trouve qu'on se retrouve dans une situation où il y a de la foudre qui tombe sur lorsque la partie course à pied commence. Donc, vu que l'épreuve se termine en haut d'une montagne, le Gauchstad-Toppen, qui est une des plus hautes montagnes de Norvège, quand il y a la foudre en haute montagne, tu peux pas te permettre d'envoyer des gens. Il y a un risque réel. Il n'y a pas d'arbre, il n'y a rien. Donc, si la foudre elle tombe, potentiellement, c'est sur ton triathlète. Donc, la montagne a été fermée et il y a eu une autre procédure d'arrivée qui a été mise en place et une communication par SMS qui a été envoyée en anglais. Et certains de mes comparses francophones, ils n'ont pas eu le SMS, ils l'ont pas compris ou ça n'a pas fonctionné. Ils se sont retrouvés dans une situation où, à un moment donné, quand il a fallu vérifier leur matériel obligatoire pour terminer la course, ils avaient pensé qu'il était plus nécessaire ou ils l'avaient pas et ils se sont retrouvés en stress. Il n'y a pas eu de problème, ils ont terminé, ça s'est bien passé. La majorité a eu leur t-shirt noir, mais des fois c'est une vraie difficulté pour les Français de s'exprimer en anglais et de faire des courses à l'étranger. Et dans les courses extrêmes, il y a peu de participants, donc peu d'informations, et on est en Norvège sur un environnement qui est très, très éloigné de ce qui peut se passer dans le cœur de l'Europe, en Belgique, en Espagne, en France. Moi, j'utilise mon expérience de 2 éditions pour la partager avec les gens. J'ai aussi acquis beaucoup de connaissances en étudiant sur le Norseman et je partage ça à titre gratuit. Donc, en 2023, je l'ai fait avec les personnes avec qui j'ai participé. J'aurais très bien pu me dire, j'ai un avantage par rapport à eux, je vais pas leur partager les informations, mais c'est pas ma manière de voir parce que s'il y a bien une manière de faire la différence sur le terrain, c'est par les compétences physiques et voilà. Et puis, au final, tentable d'être premier dernier. L'objectif, c'est que tout le monde y arrive et réalise son rêve avec sa famille et ses proches autour d'eux. Et en 2024, je le fais, je participe pas. Et je vais même au-delà, c'est-à-dire que sur mes fonds personnels cette année, que je vais continuer à aller en Norvège pour être présent sur place et accompagner les Français qui vont s'y déplacer pour les aider sur place, ce qui est quand même pas mal. Wow. J'aurais presque envie de te dire, mais pourquoi? Mais en fait, tu as déjà répondu à la question. Donc, à part bravo et merci, je ne sais pas quoi dire. Donc là, l'objectif dans le futur, c'est de transformer tout cet investissement dans une association qui aura pour objectif pas uniquement le Norseman, mais réunir les anciens et les futurs participants des courses extrêmes pour créer véritablement ce réseau francophone et pouvoir échanger sur les choses. Tu as un groupe qui fonctionne très bien au niveau international, qui est en anglais. Les mecs sont fantastiques. Le Global Extreme Forum se trouve sur Facebook et maintenant ils ont un site internet, il est super bien, mais tout en anglais. Et au final, quand tu regardes dans la réalité sur les courses extrêmes, la majorité, le contingent le plus important de concurrents qui vient d'un pays étranger, c'est généralement les Français dans toutes les courses. Donc en France, actuellement, le gros, il y a quelques triathlons extrêmes qui existent, qui sont pas liés avec le X3 World Tour, qui est l'organisation des triathlons extrêmes qui chapeaute le Norseman. Donc, tu as l'Alpsman, tu as le Bearsman, par exemple, qui sont des triathlons extrêmes. Mais la majorité sont plutôt à l'étranger. Donc, sur le Norseman,
chaque année, malgré le tirage au sort, le contingent d'athlètes étrangers le plus important, c'est toujours les Français. Il y a toujours entre 20 et 25 participants qui vont être français qui sont dans la liste, alors que sur d'autres nationalités, par exemple les Américains ou les Anglais et autres, on sera jamais à plus de 5, 8 participants. La même chose chez les Allemands, ils sont une dizaine, pas plus. Donc il y a une vraie appétence pour les Français pour réaliser ces courses-là, mais pas forcément les informations pour leur permettre de vivre l'expérience le mieux possible, en sachant que c'est une expérience que tu vis pas seul, le triathlon extrême, et c'est pour ça que je m'y sens bien dans cette course-là, dans ce format de course-là. C'est une expérience que tu dois vivre avec tes supports. Et l'association. Salut, c'est Charlie d'Opentree et je me permets d'interrompre le podcast 30 petites secondes parce qu'Hermano et moi, on a besoin de votre aide. On a besoin d'un petit service qui vraiment va vous prendre littéralement quelques secondes, mais qui va faire une différence énorme pour nous permettre de faire grossir le podcast. Ce petit service, c'est juste de laisser un like sous cette vidéo en cliquant sur l'icône du pouce vers le haut. Et si possible, dans la foulée, de laisser un commentaire de quelques mots pour nous dire ce qui vous plaît le plus dans ce podcast. Ça, pour vous, c'est 30 secondes, mais pour nous, ça va nous permettre d'aller chercher de nouveaux éditeurs et de faire grossir l'audience du podcast Devenir Triathlète. Alors si ça vous plaît, je compte sur vous. Prenez ces 30 secondes et je vous remercie par avance. Allez, tout de suite, c'est parti. Je poursuis sur la suite de l'épisode. Que je crée, c'est une association autant pour les athlètes que pour les supports. Parce que autant dans d'autres triathlons, ta famille, tu l'as sur le bord de la route, à être supporter et autres, autant dans les triathlons extrêmes, il y a une nécessité absolue d'avoir des personnes qui t'accompagnent pour pouvoir t'aider dans ton ravitaillement et aussi assurer ta sécurité sur certaines parties de la course, en particulier sur la fin, sur la partie course à pied. Et ça, c'est fantastique parce que généralement, le triathlon, c'est une pratique qui a tendance à t'exclure de ta vie sociale. C'est-à-dire que, ah mince, il y a un repas de famille, ah non, je peux pas venir, j'ai un entraînement de 3 heures ou 4 heures en vélo et ainsi de suite. Or là, avec le triathlon extrême, t'as pas le choix. Si le repas de famille il est important parce que en fait, cousin qui va venir t'accompagner pour le triathlon extrême, bah, vaut mieux le faire le triathlon, le repas de famille, parce que il faut garder des bons contacts et il faut vivre ensemble pour aller jusqu'au bout. Et généralement, les personnes qui en gardent un bon souvenir, c'est autant les athlètes que les supports, parce que pour une fois, d'habitude, ils savent très bien qu'ils sont à 100% importants pour ta réussite et ils font beaucoup de sacrifices, mais cette fois-ci, ils sont en lumière. Ils ont un t-shirt ou une veste particulière pour pouvoir t'accompagner et ils sentent cette pression, cette responsabilité de te permettre de réussir à aller réaliser ton rêve. Et ça, c'est fantastique. Et moi, ce que je retiens de mes expériences en 2019 et 2023, c'est que maintenant, bah, j'ai des frères d'armes et des sœurs d'armes pour chacun de ces triathlons avec qui je vais partager pour le reste de ma vie, et aussi bien avec les athlètes que leur famille. Parce que généralement, quand tu fais des triathlons extrêmes, vu que t'es pas beaucoup, eh ben, sur le bord de la route, tu vois toujours les mêmes familles, les mêmes supporters. Et ben, au final, tu commences à créer des liens aussi importants. Retrouve très souvent à la fin de la course à parler avec ton copain athlète et tu dis ah bah j'ai vu ta famille, ils étaient super fantastiques. Parfois c'est eux qui te filent un ravitaillement, parfois c'est eux qui t'aident à te réchauffer et autres. Donc il y a un aspect communautaire que j'apprécie beaucoup et qui permet aux gens de montrer le meilleur d'eux-mêmes. Wow, génial. Dans cette définition des triathlons extrêmes, est-ce que c'est vraiment des triathlons soit qui sont organisés par Extreme Triathlon, donc notamment leur gars qui chapeaute le Norseman? Est-ce que c'est la définition de l'épreuve elle-même, c'est-à-dire si on prend le Birman par exemple qui est organisé par la famille de Sam Laidlow, un triathlon long, dur avec beaucoup de dénivelé et sans assistance et sans ravito, enfin en autosuffisance, ou est-ce que ça va être aussi des triathlons parfois sur des distances hors normes? Je sais pas, je pense à des ultra triathlons par exemple. Et puis, est-ce que je te laisse déjà répondre à ça. Alors je la me soigne pour pas définition, faire plusieurs questions en même temps. Hein. il n'y a pas de difficulté. Je comprends tout à fait. C'est l'une des difficultés de l'extrême extrême. Qu'est-ce que c'est? C'est la même chose que se retrouver face à des Ironman ou des challenges. Qu'est-ce que tu mets derrière? Est-ce qu'on est sur l'olympique, du long, du très long et autres? La définition à date, il y a
beaucoup de discussions qui ont eu lieu sur les forums anglo-saxons pour savoir quelles étaient les courses qui étaient mises dans le listing des courses extrêmes. Ils en ont pris énormément. L'une des points centrales, c'est de se retrouver dans une organisation où l'assistance n'est pas fournie forcément par l'organisation. Voilà, on dira le base, on est généralement sur des formats longs, de type Ironman, 3,8, 180, 42, et l'assistance n'est pas fournie par l'organisation. La différence entre le Beerman et l'Halsman et les triathlons qui sont dans la série X3, c'est que chez X3, le support est fourni par les athlètes, l'accompagnement de l'athlète. Donc, c'est l'accompagnement de l'athlète qui va fournir cette assistance, alors que sur d'autres triathlons, c'est des autosuffisances où il y a une petite aide par l'organisation. Sur le Halsman, il y a une partie de ravitaillement qui est fournie par l'organisation. À date, dans l'association qu'on souhaite créer avec les anciens de 2023, on n'a pas de définition qui soit exclusive. Je pense que le point qui est le plus important, c'est de mettre en évidence le fait que il y a certaines triathlons, la plus grande difficulté, c'est déjà d'arriver sur la ligne d'arrivée. C'est-à-dire que on est sur des organisations qui sont confidentielles, il y a peu de participants. On est sur des organisations où, en termes de logistique, pour pouvoir aller sur l'endroit où tu réalises ton triathlon, c'est compliqué. On est sur des triathlons où, d'un point de vue des aspects météorologiques ou cours, il y a un vrai risque qui est présent. C'est pour ça que on parle de triathlon extrême, c'est que quand on parle d'avoir des personnes qui t'accompagnent pour terminer la course à pied, c'est parce qu'il y a un vrai risque en termes de vital, tout simplement. Si tu te retrouves en haut d'une montagne avec une tempête qui arrive et que tu n'as personne autour de toi et que tu as 10 heures ou 12 heures ou 13 heures de sport derrière toi, tu peux perdre la lucidité. Et moi, je me souviens très bien en 2019, quand je dois monter sur le Gauchstadt Open, je termine bien à l'époque, 31e, donc voilà, c'est pas mal. Mais par contre, la montée qui est de 5 km sur un terrain un peu rocailleux, des sentiers et autres, j'ai quasiment aucun souvenir parce que j'étais dans un état second. Et si j'avais pas eu mon support qui était avec moi, Sébastien, pour m'accompagner et faire attention à ma sécurité, je ne sais pas si je me serais pas allongé à un moment donné, cassé la gueule ou autre. Donc, il y a cet aspect risque plus important qui est présent. Mais bon, il y a des personnes qui débattent encore sur est-ce que un Ironman au Pays de Galles n'est pas un triathlon extrême parce que les conditions sont horribles. Je pense que la grosse différence, c'est la taille de l'organisation et ce qui est mis autour pour permettre à la tête de s'en sortir. Dans les triathlons extrêmes dont je parle, là, j'ai un copain qui vient de faire le triathlon au Népal. La plus grosse problématique, c'est d'arriver sur place, quoi. C'est comment tu mets tout en place pour être prêt et avoir tout le matériel, le support pour t'amener jusqu'à la fin. Est-ce que le swim and run, c'est aussi quelque chose que tu regardes, notamment au Tilo? Alors oui, organisation, machin, etc. Mais rien que l'Otilo en lui-même, ça reste une course extrême. Ah oui, non mais je pense, soyons clairs, les triathlons extrêmes, c'est pas au-dessus de tout le reste. On trouvera toujours, et je peux te lister des centaines de personnes qui ont réalisé des choses qui sont encore plus extrêmes, encore plus folles, et ainsi de suite. L'Otilo, c'est quelque chose que j'aimerais bien faire. Il faut juste que je trouve quelqu'un qui soit aussi fou que moi pour se mettre avec moi et réaliser ce projet. Surtout que je suis pas super bon à vélo, donc ça m'irait très bien de juste nager et courir. Pas tout de suite, mais je lève la main. Ouais, voilà. Donc on peut s'y mettre. En plus, on aurait les mêmes looks, donc ça passerait bien sur la photo. Les barbares à Otilo, les Vikings, ça peut être pas mal. Exactement. Mais le triathlon extrême en tant que tel, c'est véritablement se retrouver dans un lieu où
je pense, tu vois, t'as les Xterra qui sont un peu plus en mode VTT, trail et autres, qui sont aussi très compliqués. Le triathlon extrême en tant que tel, c'est véritablement le concept, c'est d'avoir un format très long, un Ironman, dans un endroit où de toute façon t'as rien autour, donc si t'as pas des personnes pour t'accompagner, tu pourras pas arriver jusqu'au bout, et être sûr et certain qu'à un moment donné tu vas en baver, parce que ce qui est sûr et certain entre mon expérience que j'ai eue au Norseman ou au Swedenman et les informations que j'ai des personnes qui réalisent les choses Starvation Man aux États-Unis, Patagonia Man ou autre, c'est que on est toujours dans une situation entre ce qui se passe le matin et ce qui se passe le soir. Tu vas avoir 10 ou 15 changements climatiques différents pendant la journée. Tu vas devoir rechanger ton plan de course 15 fois pour pouvoir arriver au bout parce que tu peux pas prévoir, tu te retrouves en pleine nature et dans un endroit complètement isolé. Donc il n'y a pas ce côté un peu protégé d'être pas loin d'une grande ville ou dans une organisation qui fonctionne depuis des années. C'est assez, ouais, c'est compliqué. C'est compliqué. Toi, de ton côté, qu'est-ce que ça t'apporte de partager tout ça, d'échanger, de constituer, d'animer une communauté d'athlètes francophones qui se lancent ou qui se sont lancés sur des triathlons extrêmes comme ça? Alors, ça m'apporte déjà le plaisir de pouvoir être encore très proche du Norseman, à tel point que cette année, ils m'ont proposé, et donc j'aurai la chance de faire partie de l'organisation le jour de la course cet été. Donc, je serai le seul étranger, donc non norvégien, à faire partie de l'organisation pour m'occuper de la traduction avec les athlètes français, faire un peu de staffing, vérifier dans le parc à vélo et des choses comme ça. Donc ça, c'est un honneur exceptionnel parce que c'est une très belle organisation. C'est des personnes qui ont monté ça il y a 20 ans et qui une toute petite équipe dans une ville où il y a vraiment rien. Quand on parle du Norseman, l'une des premières choses que je dis aux athlètes que j'accompagne, c'est quand vous allez arriver à Eidfjord, il n'y a pas de guichet automatique pour tirer de l'argent, par exemple. Bon, tu as des chargeurs Tesla, mais il n'y a pas de banque. Donc c'est un endroit qui est complètement hors du temps. Pour moi, la chose que j'en retire le plus, c'est partager avec des gens, retrouver dans leurs yeux et dans leur discours l'excitation, l'émerveillement que j'ai pu connaître en 2019, avoir le plaisir de les aider à un peu souffler, à se relaxer, en se disant, bah finalement, peut-être que c'est pas si compliqué que ça, et je sais pas si, peut-être pas le terme compliqué, mais il y a quand même beaucoup d'inconnus. Où est-ce que je vais trouver un appartement? Comment je fais pour me véhiculer entre Oslo et Fjord? Est-ce que ma famille peut m'accompagner à tel endroit? Où est-ce que je récupère du ravitaillement? Où trouver un magasin de vélo pour pouvoir réparer au dernier moment? Donc, des choses vraiment purement pratiques de logistique qui font que après, je m'occupe pas de leur préparation physique. Je pourrais coacher. Il y a ça, je commence à avoir de l'expérience. Mais ce qui m'intéresse, c'est qu'ils arrivent dans un état d'esprit le plus relax possible. Et en 2024, le fait qu'on partage ensemble énormément, en 2023, quand je participe à l'édition et que je partage, au final, sur les 21 athlètes qu'il y avait, il y a eu 19 t-shirts noirs. Et ça, c'est ma plus grande fierté. Pas la place que j'ai réalisée en 2023, ma performance sportive et autres. C'est juste me dire que peut-être, alors, ils ont fait 95%, 99% du boulot à réussir leur journée et autres, mais peut-être que pour 1%, j'ai contribué en leur donnant des informations à ce que ça soit un peu plus facile. Et j'ai eu des retours d'athlètes qui ont participé cette année-là, qui m'ont dit « Ah oui, bah, tu nous avais dit ça, on y a pensé, on l'a mis en place et ça s'est bien passé. » Et ça, il n'y a rien de mieux sur Terre. Oh, comme je te comprends. Sinon, je ne produirais pas ce podcast-là, pour inciter les gens à se mettre au triathlon. On a été mis en relation, tu as pris contact avec moi après que j'ai enregistré l'épisode avec Philippe Durand et que j'ai diffusé justement. On s'était dit avec Philippe qu'on ferait un suivi de sa prépa et du groupe France
francophones des gens qui se présenteront au Norseman cette année. Finalement, on en parlait en off. Philippe sera pas à l'édition de cette année. Où en est la communauté française qui se présente au Norseman en 2024? La communauté française se porte bien, hein, alors, ce que je fais avec eux, c'est que minimum une fois tous les mois et demi, on a une visio. Je prépare un support pour leur donner des explications sur le lieu, l'épreuve, le matériel et ainsi de suite. Basé sur mon expérience, ma connaissance du règlement qui s'applique lors du Norseman. Donc l'échange dure entre 1 heure et 1 heure et demie et on a un groupe WhatsApp sur lequel on peut échanger. Ils vont tous bien. Il y a eu beaucoup de personnes qui avaient des problèmes de santé, blessés en tout début de prépa quand ils ont eu l'information. A priori, c'est beaucoup mieux. Donc on a des gens qui vont, on va dire, faire une prépa Ironman, Norseman sur à peine 2 mois, 2 mois et demi, mais qui avaient beaucoup d'expérience. Donc, j'espère que ça va bien se passer pour eux. Je sais aussi d'expérience que généralement, tu te mets en mode panique et tu as besoin d'informations sur le dernier mois. D'accord? Donc, j'ai encore 2 visios qui sont prévues avec eux, dont une très importante juste avant la course, qui aura lieu avec leur support pour vraiment partager. Non pas que j'ai la science infuse ou la vérité absolue, mais ça permet d'échanger et ça leur permet aussi de se voir, de se rencontrer et le jour où ils vont être là lors de l'épreuve, de pouvoir se sentir déjà dans une communauté, une famille. Le point qui est vraiment très important et là où j'apporte une vraie différence par rapport à d'autres épreuves, c'est que d'expérience, je me suis rendu compte en 2019 et en 2023 que même si le contingent français était important, tu es face à un contingent qui est local, qui est le contingent norvégien, qui a une expérience du Norseman qui est 1000 fois supérieure à la tienne. Et je vais te donner une explication très simple. Premièrement, ils ont le droit d'être à 50%, c'est des Norvégiens qui participent à l'épreuve. C'est les autres nationalités qui ont un numerus clausus. Et deuxièmement, la Norvège, c'est pas la taille de la France ou de l'Allemagne et ainsi de suite. Donc, il y a moins de personnes qui habitent dans ce pays-là. Donc, il y a moins aussi de pratiquants de triathlon et autres. Et généralement, quand tu as réalisé ton Norseman, tu as toujours un copain de club ou quelqu'un d'autre, ou tu as une facilité d'accès à l'information qui est beaucoup plus importante. Même en termes de logistique, de déplacement sur place, c'est aussi beaucoup plus. Donc les Norvégiens réussissent très bien cette épreuve. Et généralement, ils l'ont quasiment tout le temps gagné. Hein. Toutes les éditions, c'est généralement des Norvégiens qui gagnent parce que ils ont cette culture et cette connaissance du lieu et de l'épreuve. Et donc, ce que je fais, c'est que j'essaye de rétablir un certain équilibre en donnant des informations aux Français pour leur permettre d'arriver dans l'épreuve dans les meilleures conditions et de pas se retrouver parfois un peu surpris par comment ça fonctionne sur place. Ok, super. Là, combien de Français cette année au Norseman? Alors, dans le groupe, actuellement, on est 24. Donc, moi, Philippe, donc il y aura 23. Je parle de francophones parce que j'ai aussi des personnes qui sont suisses, belges et autres. Après, il y a toujours une inconnue. Le principe maintenant sur l'attribution des dossiers, c'est que tu as un nombre total pour les participants du Norseman qui est de à peu près 330 dossards. Généralement, lorsque l'épreuve commence, donc le premier samedi du mois d'août, on passe 270 participants. À peu près 60 personnes qui ne se présentent pas sur la ligne de départ et pourtant qui avaient un dossard du fait des abandons, des difficultés purement logistiques. Cette année, on a un athlète qui va venir de mémoire, il vient du Bangladesh et lui, il a vraiment des grosses problématiques d'organisation en termes logistiques pour venir. Donc voilà, ça fait aussi partie de mes rêves de pouvoir accompagner des petites nationalités ou des gens qui arrivent de pays fort lointains pour les aider à réaliser cette belle épreuve. Et tout ça en parallèle d'un, entre guillemets,
Vrai boulot, n'est-ce pas? Oui, 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 oui. Bah, je travaille dans le monde de la conformité, donc la compliance. Je suis un ancien juriste et autres. Et en plus, j'essaye de me préparer sportivement pour, là, tu vois, cette année, j'ai eu la chance euh, de m'inscrire en moins de 45 secondes pour aller à Roth. Donc, j'aurai une deuxième course mythique à mon palmarès. Du moins, je l'espère. Je touche du bois. On verra comment ça va se passer. Mais ouais. Mais après, c'est un plaisir, c'est une passion. Le triathlon et le partage du triathlon, c'est une vraie passion. Là, tu vois, pendant tout l'épisode, on a discuté des autres parce qu'en fait, c'est ça qui est sympa, c'est de faire quelque chose ensemble, de partager. L'épreuve, elle va durer entre 10, 15, 20 heures. Mais par contre, les amitiés et le soutien, peut-être que c'est à vie. Et ça a une vraie valeur. Et c'est quelque chose que j'ai trouvé dans l'organisation du Norseman, et donc sur lequel j'ai envie de continuer dans le futur. Et a priori, mon objectif, c'est de devenir le Français qui a de bonnes connexions avec le Norseman pour permettre à plus de Français d'y participer dans les années futures. Un rêve pour que, je sais pas, dans 10 ans, le contingent français reste le plus important, mais se rapproche du contingent norvégien. Ouais, Voire qu'on inverse la tendance, que tu fasses pression sur les règles et qu'on puisse être 50% de Français et le reste se partage les 50% restants. Ça me plairait énormément. Et l'autre chose qui est très importante, c'est de ne pas oublier que le rêve du Norseman, parce que on en a parlé, on n'a pas parlé de l'épreuve en tant que telle, mais le rêve du Norseman, pour l'avoir fait 2 fois, à chaque fois, le lieu est fantastique, la course est fantastique. Quand vous voyez les images, quand vous voyez les films en noir et blanc, quand vous allez sur leur Instagram, quand vous regardez les intérieurs sport ou autres, à chaque fois, il y a un côté, ouais, production, cinéma, c'est impressionnant. On vibre, il y a de l'émotion qui est présente, il y a de la peur. Mais dans la réalité, c'est vraiment le cas. C'est-à-dire que on se demande, moi je me suis demandé en 2019 et la même chose en 2023, mais pourquoi je suis là? Qu'est-ce que je fais? Pourquoi je m'inflige cette peur, cette souffrance, cette difficulté? Pourquoi je vais affronter autant de problématiques juste pour un triathlon, juste pour un effort physique? Mais l'endroit, le lieu, les personnes avec lesquelles vous allez être pendant une journée, les personnes avec lesquelles vous êtes préparé pendant un an, celles avec qui vous allez rester dans la classe 2019, 2022, 2023 et autres, ça vaut le coup, ça vaut véritablement le coup. C'est-à-dire que oui, il y a un coût pour participer au Norseman, c'est un vrai budget pour le mettre en place et une vraie organisation, mais avoir la chance une fois dans sa vie de se retrouver sur ce ferry, de sentir l'excitation, la peur dans l'attente que la porte s'ouvre avant d'aller sauter. C'est à un moment donné, c'est très bizarre. Il faut le vivre pour le comprendre. Nager dans le fjord, je pense pas qu'il y ait de bel endroit sur Terre pour nager. Tu nages un fjord, donc tu as des montagnes qui montent, t'as un côté sérénité, t'es paisible, l'eau qui est mi-salée, la route sur le vélo, les 180 km ne cesse de changer. Les paysages, tu passes du désertique, du montagneux, tu arrives dans la plaine, tu arrives dans la forêt, et tu vois passer les voitures de tes supports, tu vois les gens qui t'encouragent. Les Norvégiens ont une culture du sport et sont positifs, fantastiques. Et la course à pied, ce moment donné où tu commences à courir autour du lac où se trouvent tes deux, où tu te dis, bon, allez, ça va, c'est plat, ça passe. Et à un moment donné, tu tournes sur la gauche après un petit pont et tu arrives dans une plaine qui va te donner la vision sur le Gauchstatoppen. Et donc, tu es à ce moment-là au niveau du kilomètre 10-12 et tu vois le Gauchstatoppen au loin, donc cette grande montagne, et tu sais que tu dois monter en haut. Et tu te dis, c'est impossible, c'est impossible. C'est tellement loin. Déjà, physiquement, d'arriver au pied, tu te dis, c'est tellement loin, il me reste 10 km, mais tu as l'impression que c'est 40 ou 50 km.
Et le haut de la montagne, quand tu es en bas de zombie et que tu vois le haut de la montagne, tu te dis, mais comment, physiquement, humainement, c'est possible? Et donc, ces émotions-là, ces sensations-là, elles sont fantastiques à vivre. Et le truc qui est encore plus fantastique, c'est que les personnes qui sont autour de toi vivent exactement la même chose au même moment. Et quand tu montes Zombie et que tu discutes avec les concurrents qui sont à côté de toi, parce qu'à un moment donné, tu marches et tu papotes, hein, c'est sympa. C'est vraiment l'entraînement zone 1 tranquille à ce moment-là. Les gens vivent l'émotion. Et cette émotion, tu la perçois. Donc, tu vois, le Frenchman, je l'ai fait, c'est très bien et autres, mais j'ai pas pu partager mon émotion au moment donné où j'étais en train de la vivre. Et là, j'ai partagé ces émotions-là. Et le lendemain, quand tu récupères ton t-shirt, quand tu partages avec les gens, quand tu regardes les familles, ouais, t'es une petite famille et t'es triste. Quand à 12 heures le dimanche, la cérémonie se termine, que le Norseman est terminé et que tu dois retourner vers Oslo pour prendre ton avion ou Bergen pour prendre ton avion, t'es triste, t'es triste. Tu te dis, j'ai vécu une année fantastique où je me suis vu complètement changer, me transformer, m'organiser pour aller dans un pays aussi compliqué, voilà, que la Norvège, et c'est terminé. Moi, je prolonge mon rêve en le partageant. Waouh. Je suis époustouflé. Écoute, je te propose une petite. Je trouve pas mes mots aujourd'hui, c'est un truc de dingue. Je te propose d'innover un petit peu avec moi et de lancer une petite série, enfin une nouvelle, comment dire, catégorie dans le podcast, l'avant-dernière, avant la question finale. En gros, c'est 5 petites questions très rapides qui attendent des réponses rapides, un peu du tac au tac. Ça te va? Ça me va parfaitement. J'adore inaugurer des trucs. Quel est ton meilleur temps sur une compétition? Quelle compétition? Là, 4,23 sur une. J'ai fait un 10,28 au Frenchman. Voilà. Ironman 10,28. J'étais content. J'étais content. Quelle est ton épreuve préférée? Mon épreuve préférée, sincèrement, c'est le Norseman. Et il n'y en aura pas d'autres maintenant. À vie. Quelle est, selon toi, la plus belle personnalité du triathlon? Ou ta plus grande idole en triathlon? Aucune idée. J'ai très peu d'idoles. Puis je te dirais que je prends Julien Boulin. Donc c'est un triathlète qui bosse au Triathlon Store Paris, qui a été mon coach pendant quelques années et qui est vraiment un très bon triathlète. Il a gagné un Ironman maintenant il y a 2 ans aux États-Unis et quelqu'un de bien. Voilà, c'est quelqu'un de bien. Mais en fait, c'est ça, j'aime les gens. J'ai pas eu la chance de rencontrer d'autres très très grands triathlètes et ainsi de suite. Mais ce que j'adore chez les triathlètes, surtout ceux qui commencent à devenir très très bons, c'est qu'ils ont quand même une dose d'humilité. Et je pense que ça vient d'un truc, c'est que notre pratique sportive nous oblige à nous rendre compte que il faut pas trop se la jouer parce que des défaillances, des problèmes, des blessures et autres, vu le volume de ce qu'on doit faire, ça arrive, donc restons positifs. Et puis, pour terminer, une question qui est un peu différente de celle de tout à l'heure. La course la plus mythique pour toi? Celle qui... Non, mais celle qui vraiment... alors, pas pour toi dans ta sensation ou dans ton expérience, mais celle qui, pour toi, représente le triathlon. On ne peut pas parler de triathlon sans parler de cette course-là. Forcément Hawaï. Il y a pas d'autre. L'épreuve la plus mythique, c'est Hawaï. Et en fait, j'ai mis un trait sur Hawaï il y a quelques années parce que je me suis rendu compte que je n'avais pas le niveau pour pouvoir aller prétendre à un podium classe d'âge ou à une 5e ou une 6e place et autres. Je voulais pas acheter mon truc en devenant Ironman exécutive et ainsi de suite. Donc je n'irai jamais à Hawaï, mais je vous rassure, moi Hawaï à moi c'est Norseman et sincèrement pour avoir vu le niveau
des mecs qui gagnent au Norseman maintenant. John Brevold, qui l'a gagné 3 ans de suite. Écoutez ce nom norvégien, il est très très bon, il va tout passer dans les futures années. Et j'attends avec impatience. Mon rêve, c'est d'accompagner un athlète français pour aller gagner le Norseman. Pour l'instant, on a eu des podiums. Il y a eu une Française qui l'a gagné il y a plusieurs années dans l'une des premières éditions. Mais on n'a pas de Français et je rêve de pouvoir accompagner. Sébastien Escola avait fait de super performances en 2018. Mais ça c'est mon rêve. Ouais. Bon, écoute, c'est noté. Merci beaucoup, Brice, pour toutes ces réponses. Et puis, la question finale qui va avec le nom du podcast. À ton avis, Brice, comment devenir triathlète? Alors, moi, ma réponse, elle est assez simple. On devient un triathlète par hasard. C'est pas quelque chose qu'on réfléchit plus que ça. Soit tu es plus jeune, on t'a mis à ce sport-là, et puis ou tu es un peu plus vieux, tu as la trentaine, on te propose un dossard. Donc moi, c'est le hasard. Et je pense que la grosse différence entre devenir triathlète, qui est devenir un sportif et profiter d'une épreuve et autres, et devenir un triathlète extrême, où là, j'ai un peu plus de connaissances, c'est que quand tu deviens triathlète, par hasard, tu pratiques et tu profites et tu es heureux et tu souris. Devenir triathlète extrême, c'est accepter de prendre en compte le fait qu'il va falloir préparer les choses comme pas possible et que ça devient une activité à part entière en termes de logistique et d'organisation pour te retrouver dans un état physique, mental et d'organisation qui te permettent d'aller au bout de l'épreuve avec ta famille, tes amis, tes soutiens. Super. Bah écoute, je te remercie pour tout ça, pour ton point de vue et pour tes insights. Et puis on l'aura bien compris, pour tout ce que tu fais pour la communauté francophone, qui se prépare pour déjà le Norseman et après les triathlons extrêmes. Où est-ce qu'on te contacte? Où est-ce qu'on te suit? Comment on fait si on se prépare sur un triathlon extrême et qu'on a besoin des bons conseils de Brice? Alors, à date, le plus simple pour me joindre, c'est de passer à les réseaux sociaux, que ça soit Instagram ou Facebook. J'ai fait comme toi. J'ai rajouté un X, donc c'est Brice X Tri. Et puis bon, ça fait aussi une référence au circuit Extreme Triathlon, donc X3. N'hésitez pas à me contacter via ce moyen-là. Généralement, je réponds assez rapidement. J'ai pas de difficulté à partager mes connaissances. Et donc, dans le futur, il y aura aussi une association qui existera avec le soutien de la promo 2023, je l'espère aussi de la promo 2024, pour avoir quelque chose qui soit à l'origine fondé par des anciens du Norseman, mais qui a pour objectif d'aider tous les triathlètes à réaliser ces épreuves un peu hors normes et compliquées. Cette année, là, des anciens, on en a 3 ou 4 qui vont aller faire l'Icône X3, donc le triathlon extrême en Italie. On en a un qui a fait le Népal. Donc l'objectif, c'est de se soutenir pour pouvoir réaliser nos performances sportives avec nos familles un peu partout sur Terre et apporter un peu plus de positif, d'optimisme et de bonne humeur, voilà, dans la pratique. Super. Bah écoute, merci beaucoup. On te souhaite une bonne continuation, un bon voyage cet été jusqu'en Norvège. Et puis, tu feras un gros bisou à toute la communauté française. D'ailleurs, prochain épisode, certainement après toi, ce sera avec Alexis Sicard, qui fait partie de ces Français que tu accompagnes. Oui, Alexis, ça fait partie, c'est mon gros ticket. Et j'en ai 2 cette année dans cette promo où je vois bien un top 10. Bah, ça c'est sûr, et puis peut-être mieux. Je sais aussi qui est la concurrence cette année. Juste pour information, hein, le recordman ce week-end à l'Ironman d'Hambourg pour le nouveau recordman Ironman chez les groupes d'âge, il s'appelle Lars Birchett, donc c'est un Allemand. Il a fait le Norseman l'année dernière et il refait le Norseman cette année. Donc on va avoir un gros ticket sur lui, mais je me dis que les Français ont aussi leur épingle à tirer. Super, bah écoute, on suivra ça. Tiens, justement, comme je te dis, comme Alexis passe derrière le micro dans 2 jours, si tu avais une petite question à lui poser, ce serait quoi? Je lui demanderais comment il fait.
parce qu'il faut savoir qu'il vient de terminer l'ANSA, qu'il a fait une très bonne place, qu'il a décroché son ticket pour aller à Hawaï, qu'il ne le fera pas parce qu'il ne peut pas se faire un Norseman à Hawaï la même année. Il a beau être très très fort, il n'est pas Crésus, hein, dira-t-on. Ouais, moi je sais pas comment il fait, il enchaîne et il est au top niveau depuis des années, Alexis. C'est ça qui est impressionnant. J'ai hâte de les rencontrer en personne. J'espère que les 2-3 petites infos que je leur ai données sur le parcours leur permettront d'être à l'aise et puis à sa dispo s'il veut avoir encore plus d'informations. Tout ce que je peux faire pour permettre une belle performance de tous les Français, je le ferai. Super, merci encore Brice. Écoute, à bientôt. Ciao. Merci d'être arrivé avec nous au bout de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et que vous avez pris autant de plaisir à la regarder qu'on en a pris à l'enregistrer. Si c'est le cas, si vous avez appris quelque chose ou que ça vous a ouvert de nouvelles perspectives sur votre pratique du triathlon et du sport d'endurance, j'ai un seul truc à vous demander. Laissez un petit like sous cette vidéo et un petit commentaire pour nous dire ce qui vous a plu. Et si vous voulez pas rater les prochaines, alors vous avez juste à vous abonner à la chaîne et vous serez notifié des prochaines vidéos. Merci beaucoup et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut! Yeah.